dernière session sur le SRE. SRE qui est un thème dont on entend parler et qui n'est pas forcément encore très clair pour tous. Et sur lequel donc Jean-François va nous éclairer. Merci. Alors je vous rassure, ça n'est pas pour beaucoup pour moi non plus. Donc moi, pour ceux qui me connaissent, je suis Jean-François Marquis, je suis Head of Operation à la Tech and Data, donc chez ADO. Donc, comme Laurent a déjà parlé ce matin de notre transformation au mode plateforme et l'activité d'ADO, j'y reviens pas, ça va nous faire gagner quelques minutes. Je voudrais juste passer un petit peu de temps pour qu'on vienne sur l'histoire de l'évolution d'ADO, parce que c'est vraiment important pour comprendre d'où on vient et où on en est arrivé, pourquoi on en est arrivé là. Donc, on a connu, comme tout le monde, une phase où on s'est industrialisé, on s'est urbanisé, avec une volonté dans les années 2010 d'aller sur une optimisation des coûts, donc création de centres de services mutualisés. Donc, on a travaillé beaucoup avec des tierces maintenance d'exploitation, à qui on a externalisé les niveaux 1 et qui niveau 2, et à qui on a donné beaucoup de compétences et beaucoup de pouvoir. Et en 2018, il y a une décision de faire un changement radical pour passer en mode plateforme qui a vraiment été quelque chose qui était très, très transformateur. Alors pourquoi c'est transformateur pour l'entreprise? Parce qu'on est habitué à faire des projets où on a d'un côté les études qui font des cadrages, des jolis produits, et qui après les passent dans les opérations, et puis c'est les opérations qui assument tout, les bugs, etc., etc. Et quand on passe en mode plateforme, on va aussi transformer ces équipes. On n'a plus des projets, on a des produits, et on va demander aux équipes produits de faire leur run de leurs produits. Donc on va changer, on va passer en mode agile, on va arrêter de parler de projet, on parle de produits, et on va parler de cloud natif, d'API, enfin tout ce genre de choses un peu modernes qui peuvent faire très peur. Donc, comment ça se passe sur le legacy? Le dev, ils font des produits, ils travaillent avec l'utilisateur, ils sont toujours en train de se plaindre parce que les ops, ils sont pas contents, ils mettent des câbles, c'est long, il y a de la lourdeur opérationnelle. Et les ops de l'autre côté, c'est exactement l'inverse, ils ont un sanctuaire à protéger, ils sont responsables de la disponibilité vis-à-vis des utilisateurs, et ils sont frustrés parce que les développeurs, ils ont encore livré vite, et puis c'est pas stable, et ça se casse la gueule, et eux, ils se font engueuler. Le problème, c'est que ce modèle-là, il marche pas, quoi. Personne n'est content, tout le monde est frustré, donc il fallait qu'on invente un autre modèle en passant en mode plateforme. Et ce modèle, il va prendre la différence entre les ops et les devs. Chacun a ses particularités, chacun a ses contraintes, donc il faut les prendre en compte pour que ça marche. Et il faut qu'on les encourage à travailler sur un objectif commun. Parce que s'ils n'ont pas un objectif commun, chacun va être focus sur ses priorités, sur ce qu'il a à faire, et ça ne marchera pas. Et ce modèle commun, nous, ce qu'on va retrouver, c'était le modèle SRE. Alors vous allez me dire, pourquoi le modèle SRE? Quand on a regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché, on est allé voir Google, parce qu'on a commencé à travailler Google en 2018, et on s'est dit, si Google est capable de faire ça sur des milliers de serveurs à l'échelle, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Ce modèle SRE a l'avantage de fournir aux deux équipes un cadre commun basé sur la data. Donc, dans notre cas, on a deux indicateurs qu'on va travailler. On va faire une approche par service level objectif. Donc, on va définir des niveaux de service pour les services qu'on va mettre en place. Et on va définir avec le product leader le niveau de satisfaction qu'il attend. Est-ce que tu veux du 99%? Est-ce que tu veux du 99% ou 95%? À partir de quel moment tu considères que ton service il est bon pour ton client? Et quand on a ça, on sait de quel budget d'erreur on dispose par mois, par an, pour pouvoir travailler, innover et faire avancer les choses. Et à partir du moment où on commence à monitorer ces indicateurs-là et qu'on travaille avec les devs et les ops, c'est plus facile parce qu'on a de la data. Donc, c'est pas ton truc, c'est de la merde. C'est regarde, tes dernières livraisons, elles ont une influence sur le taux de disponibilité. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble pour améliorer ça. Et donc, quand on passe sur de la data, c'est beaucoup plus facile de discuter que quand on est sur du ressenti. Et comme voilà ce que je disais, on a mis une bonne partie de la subjectivité de la conversation. Donc, quand on a fait ça, on l'a fait sur le modèle de la Data Factory, à l'époque, première version. Et on a pu faire ça parce que Laurent, qui vous a parlé ce matin, a créé ce que j'avais appelé un creuset de l'innovation. Il a mis en place un sponsorship qui était suffisant pour qu'on puisse transformer la façon dont on fait des opérations et créer les conditions d'innovation qui sont nécessaires à la faire. Donc, on ne s'est pas lancé tout seul dans ce truc-là. Je ne vais pas vous faire
la cinématique de la SRO, hein, Google le fait beaucoup mieux que moi. Mais on s'est fait accompagner par Google pour gagner du temps, en fait. On s'est dit, il exploite à l'échelle, on va travailler avec eux, on va essayer de comprendre et de mettre ça en place sur le produit dont on en parlait ce matin, le Data Finder. Et on a commencé le processus d'onboarding avec eux. On a défini les premières SLO, on a fait les ateliers, on a compris. Et on a commencé à le faire tourner sur une petite équipe chez nous. Qu'est-ce que ça nous a appris ? La première chose, c'était un énorme changement culturel pour les équipes, parce que ce n'était pas du tout la façon dont on avait fonctionné avant. Il a fallu qu'on découvre plein de choses, qu'on aille chercher dans le produit les services qui étaient vraiment critiques pour que ça fonctionne, et qu'on aille de comprendre comment ça marchait. Parce que comme le SRO est en manette pour opérer le système, s'il ne comprend pas comment ça marche, quand il se retrouve tout seul la nuit pour le remettre en place, il ne peut plus s'appuyer sur personne. Donc ça, c'est un premier point, c'est un énorme changement. Vous êtes responsable de la disponibilité du produit la nuit, donc vous devez être capable d'interagir dessus. Donc de faire une rollback sur l'application, éventuellement de faire une modification de code ou dans la base de données si ça ne marche pas. Donc vous devez savoir comment ça marche. Et pour faire ça, il n'y a pas de secret. Ça veut dire que le SRE, il intervient dans l'équipe produit. Il se met dans ses rituels pour comprendre quelles sont les évolutions, comment elles se font, quel langage ils utilisent, etc., etc. Ça, c'était des choses qui n'existaient pas du tout. Les ops, ils vivaient dans leur coin, ils ne regardaient pas ce que faisaient les devs, ils n'avaient même aucune idée de comment ça se faisait, dans quel rituel ils intervenaient. On a appris aussi que le rôle du product leader, il était vraiment indispensable, parce que c'est avec lui qu'on discute pour comprendre quels sont les enjeux qu'il a vis-à-vis de son client, quels sont les services critiques, qu'est-ce qu'il en attend, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir. Quand on va prendre un engagement de disponibilité sur le produit ou sur le service, ça veut dire qu'on va directement influer sur sa roadmap. À partir du moment où ces SLO sont verts, on le laisse livrer ses produits comme il veut. À partir du moment où on commence à s'approcher de la zone dangereuse où les SLO commencent à atteindre, on va plus travailler avec lui pour dire « Attends, t'es gentil là mon garçon, tu commences à approcher de l'insatisfaction client, donc on va ralentir ton rythme de livraison, on va regarder un petit peu plus avec toi pour fiabiliser ton code, regarder si l'architecture est assez résiliente, etc. etc. Et on va du coup essayer de garder le SLO en bon état. Et si le SLO est carrément rouge, là, tu arrêtes de faire de la feature, tu me donnes toutes ces ressources pour faire du fixe pour qu'on revienne au SLO qu'on a pris avec le client. Donc ça, quand on dit au product leader, tu vas arrêter de faire tes features et tu vas faire que du fixe pendant les 15 prochains jours pour gagner le SLO, c'est pas simple. Je peux vous garantir que si vous n'avez pas un sponsor derrière qui vous soutient quand vous dites stop sur de la feature, le truc, il ne tient pas longtemps. Donc ça, c'était vraiment indispensable. Une autre chose qu'on a appris, c'est que le SRO, au final, il porte beaucoup de responsabilités autour des sujets liés à la disponibilité du produit. Donc effectivement, il a la livraison, il a aussi la sécurité, parce que si le produit est faible en termes de sécurité, il va se casser la gueule ou il va se faire trouver. Et on va récupérer quand même beaucoup de choses autour de ça, y compris l'architecture. Parce que quand on va regarder ce qui est mis en place, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas suffisamment de ressources, qu'il n'y a pas suffisamment de composants pour servir le produit, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris au départ. On ne pensait pas prendre autant de périmètres quand on allait reprendre la disponibilité d'un service. On a aussi appris pas mal de choses par rapport à l'existant. Parce qu'on était dans un cœur ITSM avec un service no qui servait de discussion avec le centre de service pour les déléguer des tâches et sur lequel on faisait un pilotage standard avec les change managers, les incident managers. Ouais, quand vous avez un engagement à 2 heures pour établir un service, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais ça ne marche pas, ça. Parce que déjà, pour déclencher ce modèle entre le niveau 1 qui a 30 minutes, le niveau 2 qui a 1h30 pour analyser, votre SLO, il est cramé. Donc les outils qu'on avait à l'époque, ils ne servaient pas à grand-chose. Donc on a dû aller en chercher des nouveaux, des outils de paging, style PagerDuty, Status Page pour rendre de la visibilité au product leader sur son service pour communiquer vers nos clients. Et on a aussi dû développer nos propres outils. Parce que quand on veut calculer un SLO en 2018, sur le marché, il n'y a rien. Donc on a travaillé avec le Professional Services de Google pour créer un outil qu'on a appelé le SLO Generator, qui est aujourd'hui en open source chez Google. Et on a développé des outils comme MDAL qui sont des outils de compliance temps réel. Parce que comme chez Google, vous avez des milliers d'options pour configurer un objet, on s'est dit qu'à partir du moment où on crée un objet, on doit être capable de contrôler sa compliance en temps réel. Donc on a développé MDAL. Je vous ai mis un petit lien vers le blog post si vous voulez. On a aussi appris que toutes les opérations qu'on faisait à la main, il fallait oublier. Parce que quand vous êtes appelé la nuit et que vous intervenez sur un système et que ce système il était configuré à la main, et que vous devez faire un rollback, c'est fini.
Le SLO, il est définitivement brûlé. Donc, il fallait absolument que tout soit fait as code et que tout soit intégré dans une CI/CD pour qu'on puisse faire un rollback à la fois d'infrastructure, mais aussi applicatif. Si on n'est pas capable de faire ça et de revenir sur la vérité, et on considère que nous, la vérité, c'est le code, on ne peut absolument pas garantir un engagement. Donc, c'était quand même extrêmement hard comme onboarding. Et donc, pour que on puisse faire ça dans la durée, il fallait qu'on ait des process et qu'on les revoie en permanence. Donc, on va passer 1h30 sur ce slide. Non, je plaisante. Donc, le process, je vous l'ai exposé là. Donc, le process qui est sur votre gauche, c'est le process qui permet de faire un onboarding classique avec une équipe produit. Et il y a un truc qui est extrêmement important, c'est qu'avant de faire un onboarding SRE, on a besoin des équipes sécurité pour avoir une analyse d'impact métier, ou un BIA comme on l'appelle dans notre jargon. Si on ne sait pas quel est le risque métier que l'on porte, c'est difficile pour nous de se positionner et de faire une évaluation correcte du niveau d'intervention qu'on doit mettre en place. Donc, on s'est aperçu aussi dans ce système-là qu'on avait beaucoup de pédagogie à faire pour faire du SRE. Qu'est-ce que c'est qu'un SLI, qu'est-ce que c'est qu'un SLO, etc., etc. Tous ces éléments-là n'étaient pas connus et compris par nos équipes. Donc, on a mis dans notre processus une phase de pédagogie. C'est le premier graphe que vous voyez là en haut qui explique ce que c'est qu'un SLI, comment on le calcule, qu'est-ce que c'est qu'un erreur budget, etc., etc. Ensuite, on a expliqué quels sont les points de mesure où on pouvait calculer un SLO. Parce que pareil, les gens ont dit on va calculer un SLO, bah, ok, mais comment je le calcule? Je vais chercher où les informations, etc., etc. C'est ça qu'on a commencé à voir que les logs, ça devenait vital, que tout le monde ne mettait pas les logs. Donc, si on n'a pas de log, bah, générer de la log-based metrics, ça devient très, très compliqué. Et le dernier point, c'est le process en détail. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de partir du graphe de haut en bas, de le dérouler et de ne rien oublier quand on fait l'onboarding avec une équipe. Voilà. Donc, un petit leitmotiv que j'ai mis dans l'équipe, c'est qu'une action actuelle, c'est un bug. Et à chaque fois qu'on repère une opération manuelle, on casse, parce qu'on sait que si on intervient dessus la nuit, alors que c'est le copain qui a fait la modif, on est foutu pour le SLO. Donc on repasse, on a beaucoup rabâché là-dessus, et on a mis des niveaux de maturité sur l'automatisation. D'abord, on fait de l'infrastructure as code, ça c'est le minimum, et au fur et à mesure qu'on travaille avec les équipes produits et qu'on progresse en maturité, on va faire de la configuration as code, du pipeline as code pour déployer l'application, et après des opérations as code avec des boucles d'auto-healing pour optimiser, faire de l'autoscaling, etc., etc. Donc, on ne fait pas tout dans un premier temps, on monte progressivement en maturité et on va chercher de l'amélioration continue. Donc pour ça, on a bâti un petit pipeline qui nous permettait de récupérer nos informations, d'être alertés et de travailler. Donc je ne vais pas le détailler, mais le principal, c'était de tout mettre dans GitHub et après d'utiliser l'automatisation avec Terraform pour pousser à la fois le code, mais aussi les systèmes de monitoring, d'alerting, pour être capable d'être alerté par PagerDuty. Et comme on voulait bénéficier de l'intégration de ServiceNow pour faire des analyses a posteriori sur les incidents qu'on avait, on a utilisé le connecteur PagerDuty ServiceNow pour deux choses. La première, c'est la traçabilité du back-end, comme je viens de l'expliquer. La deuxième, c'était aussi pour interagir avec des équipes externes qui n'étaient pas en SRE. Donc, si on avait une interaction avec un service tiers, quand dans le parcours de l'incident, on devait appeler une équipe service tiers, on utilisait ServiceNow pour rerouter sur d'autres équipes. Donc une fois qu'on a fait cet onboarding sur le Data Finder, on a dit c'est bien, maintenant on l'a fait, on a prouvé que ça fonctionnait sur le Data Finder, mais la Data Factory, c'est quand même 50 produits, alors qu'ils ne sont pas tous critiques, mais il faudrait quand même qu'on généralise pour aller chercher les autres produits critiques. Et là, on s'est heurté à un premier problème, c'est que le panel de technologies commence à devenir plus large, parce qu'on avait dedans du Data Finder qui était cloud native et serverless, ça c'était bien, Google gérait une partie de l'infrastructure, mais on avait aussi du BO qui est aussi critique parce qu'il produit les rapports pour toute l'entreprise. Et si les rapports ne sont pas là, c'est compliqué d'animer la vente. Donc on est parti pour évoluer et puis pour le déployer sur ces éléments-là. Donc on a fait comme constat que notre processus il était un peu coûteux, ça nécessitait à peu près 2 jours d'onboarding par produit, mais que ça permettait d'identifier ce qui était réellement critique dans un produit et donc de mettre en SRE que ce qui était vraiment nécessaire et vital. Parce qu'un SRE, ça coûte cher, et si on l'emploie pour faire du service sans valeur ajoutée, le mec, il ne le fait pas longtemps, il s'en va. Et comme c'est des ressources précieuses et complexes à former, on aime bien les garder un petit peu. Nos pipelines aussi, ils sont complètement vitaux. On est sur des systèmes qui sont à l'échelle, on est sur des systèmes qui sont très complexes et très dynamiques. Donc, si on n'a pas nos pipelines, on ne sait pas agir.
En tout cas, pas agir assez vite, on ne sait pas réagir, on ne sait pas évoluer. Donc il faut absolument maintenir ça. Ça nous permet aussi de pouvoir onboarder des personnes le plus facilement possible. Parce que quand des nouvelles personnes arrivent dans l'équipe, on leur donne un corpus documentaire qui est formalisé, on leur donne un contexte, on leur donne des outils dans lesquels ils vont s'intégrer progressivement. Donc quand on onboard une nouvelle personne, c'était beaucoup plus facile avec ça qu'à la fin. On s'est aperçu qu'on devenait aussi référent sur le code sur le As-code au niveau de la plateforme. Ça, c'était la cerise sur le gâteau qu'on n'avait pas vu venir. C'est qu'à force de pousser ces éléments-là, quand les équipes avaient besoin d'automatiser, ils venaient nous voir pour avoir des conseils, pour les aider à construire leurs produits. Ce qu'on a appris, c'est que ITIL V3 et SRE, c'est des outils qui sont hyper complémentaires. Au départ, on était parti un peu bille en tête en disant l'ITIL, c'est bon, on va faire autrement. Et on s'est fait rattraper par la police parce qu'on n'avait plus la possibilité, quand on passait à l'échelle, de s'en passer. Parce que la notion de service au sens ITIL V3, au final, c'est ce qu'on retrouvait dans la notion de service critique au niveau SRE. Donc on s'était un petit peu voilé la face, en tout cas moi au début. Et je me suis fait rattraper par la police. Je dis, c'est pas si con que ça, ITIL V3, j'ai peut-être tout intérêt à regarder comment on peut en bénéficier. Donc le pipeline en passage, un prérequis au passage at scale, évidemment. Et dans notre plateforme, on s'est aperçu qu'en fonction des produits, le niveau d'engagement du SRE, il ne pouvait pas tout à fait être le même. Parce qu'autant quand on développe un produit comme le Data Finder en interne, on peut intervenir sur le code, autant quand on doit maintenir une infrastructure BO, le niveau d'engagement du SRE, à part intervenir sur la disponibilité et la performance de l'infrastructure, on ne sait pas faire grand-chose. Voilà, ce qui nous peut quand même pas empêcher de prendre des produits. Et en 2020, on a une petite révolution, c'était le modèle V2. Donc on est passé de la Data Factory à la Global Tech and Data, qui est devenue la plateforme support de toutes les plateformes et entreprises d'ADO. Donc là, c'est un méga changement d'échelle. Voilà, donc on est passé sur 247 produits à couvrir, alors en majorité critique, parce qu'on va retrouver des produits comme l'AD, le DNS et des choses comme ça. Donc quand ces choses-là ne marchent pas, vous imaginez bien que le reste de l'entreprise ne marche pas. Et on a trouvé un panel de produits qui était encore plus large. Donc là, on est allé du stockage jusqu'au Data Finder. Donc on a vraiment le panel technologique le plus ouvert possible et le plus hétérogène possible. Et donc là, notre modèle, c'était juste plus possible de le maintenir en l'état. Donc quand on a dû évoluer comme ça, on s'est dit, mais quelles sont réellement nos convictions en fait, de quoi on est sûr et à quoi on ne veut pas renoncer. Donc la première chose, c'est que on voulait garder le modèle SRE sur les produits les plus critiques, mais ce n'était pas possible de garder ça sur une équipe centralisée. Donc on devait imaginer ça pour le disperser et le spécialiser par technologie. Donc en gros, le redistribuer dans les équipes produits, dit autrement. On voulait aussi faire monter la plateforme de manière cohérente. Donc, pas avoir des produits qui sont en SRE et des produits qui sont en gestion classique, parce que produit legacy, on voulait vraiment que tout le monde monte en maturité de manière cohérente pour qu'on ait un ensemble cohérent et qu'on laisse personne sur le bord de la route. Et notre dernière conviction, c'était qu'on voulait absolument que nos outils, nos pipelines et nos processus, qui étaient un réel avantage, ils devaient être ajustés pour supporter l'hybridation. Alors, pourquoi ça ? Parce que quand on a des technologies différentes, les outils qu'on avait construits qui étaient adaptés pour faire du GCP, quand on met des outils de data center, ça ne marche pas tout à fait pareil, ça ne fait pas exactement le job de la même façon. Donc on a adapté l'équipe, on est passé d'une équipe SRE centrale Data Factory à une équipe Ops qui était passée en accompagnement des produits, avec d'autres fonctions. Donc des fonctions d'architecture pour gérer l'intégration et les opérations, un petit peu de finance pour optimiser ce qu'on dépensait, bon, bien sûr des opérations, de la performance parce que c'était quand même un des axes du SRE, et de la contribution aux produits de la plateforme parce que au final, c'est quelque chose qu'on faisait en termes de conseils sur l'optimisation et l'automatisation. Donc notre pipeline, on l'a fait évoluer. Donc il reste le même dans son principe, c'est juste qu'on a intégré de nouveaux outils. Avant, on avait un système de monitoring qui était que du cloud monitoring. Là, on avait d'autres outils comme Centréon qui était un outil legacy, comme Datadog qui est apparu. Donc on a dû redéfinir les use cases qu'utilisaient nos produits en fonction qu'ils soient full cloud, en fonction qu'ils soient en data center ou qu'ils soient SaaS. Parce que c'est pas parce qu'on a un produit SaaS qu'on ne doit pas le contrôler. Fred le disait il y a quelques minutes, on le contrôle au niveau sécurité, mais on doit aussi le contrôler en termes d'opération s'il rentre dans la chaîne de production de valeur. Donc on voit bien qu'on a gardé, je ne sais pas où est le pointeur, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà.
voilà, on a gardé le PagerDuty qui est au milieu, qui sert toujours à récupérer les informations des différents systèmes de monitoring, qui sert à pager les équipes pour les prévenir dans les meilleurs délais. Et on a fait évoluer en intégrant ServiceNow, en intégrant Status Page et en faisant passer tous les pipelines legacy et hybrides dessus. Et du coup, notre modèle de SLO sur les services, on l'a généralisé partout. On a commencé à calculer des SLO sur toutes les databases legacy, sur les bases Oracle, sur les bases Postgres, sur les Elasticsearch. Et on a commencé à découvrir des choses. Parce que cette culture n'était pas là, on ne réagissait que sur incident, on ne monitorait pas la performance de nos infrastructures. Et on a commencé à découvrir que ce qu'on avait sous les pieds, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait vendre à nos clients. Donc on a regardé ce qu'on avait, on l'a optimisé, on a retravaillé avec les équipes pour dire, regarde, quand tu vois ton SLO là, on a un objectif à 99,9. Là, toi, aujourd'hui, tu es à 70. C'est pas terrible. Il faut on a commencé à mener une animation par les SLO, donc en s'animant sur ce que fait un SRE classiquement, mais en dégradant un peu le service, puisqu'on n'est pas responsable à 100% tir. Mais on va animer les équipes sur le respect des SLO. Donc on a utilisé notre outil, le SLO Generator, qui au départ collectait les 5 SLO du Finder en 2018. Aujourd'hui, il en collecte 15 000 par minute. Donc, on prend toutes les bases de la boîte, on fait des consolidations par domaine, produit ou sous-produit. Et après, derrière, on a le niveau de disponibilité de l'instance qu'on monitor sur 1 heure, 12 heures, 7 jours et 28 jours. Sachant que le contrat qu'on prend, il a 28 jours vis-à-vis de nos clients. Et on anime les équipes produits sur le taux d'atteinte de ces SLO. Donc, c'est quelque chose qui sert dans les services level board, qu'on anime tous les 15 jours pour faire un point sur les 15 jours passés, pour regarder comment ça évolue et comment on va lancer des plans d'animation soit ciblés sur un domaine, sur un produit ou de manière transverse pour augmenter la qualité de service de notre plateforme. Donc, on n'est plus dans le modèle SRE pur tel que Google peut l'amener. C'est quelque chose qu'on va faire progresser, qu'on va amener dans les équipes, mais il était nécessaire de repartir sur de la mesure, sur de la définition de SLO, pour aider les gens à prendre conscience de ce qu'ils avaient sous les pieds. Parce que ce n'est pas naturel. Voilà. Donc, on a retracé un petit peu le graphe dans le temps entre le moment où on a commencé à déployer des SLO partout. Donc, on avait tout début l'histoire des petits produits, puis après, on a commencé à déployer en masse et on a commencé à regarder un petit peu ce qu'on avait vraiment sous les pieds. Et avec tout ce qu'on a pu faire en animation sur la data, on a fait progresser nos équipes, on a fait progresser la manière globale sur sa disponibilité, et on est aujourd'hui à 99,86 au moment où j'ai fait la capture d'écran, donc le 13 novembre à 1 minute, de taux de dispo. Donc on s'approche de l'objectif. Et on est sur 274 produits et 15 000 SLO. Donc on est vraiment sur de la masse. Voilà, donc aujourd'hui, où on en est, on est quasiment à l'objectif. On a beaucoup de logs qui ont été gérés. Aujourd'hui, on a 500 terabytes de logs qui sont générés pour qu'on puisse calculer et gérer notre accountability. On s'aperçoit que l'animation par SLO qui est poussée par le SRE, c'est vital. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas et qui nous a vraiment permis de progresser. Parce que quand on a de la mesure, ça ne laisse pas de place au débat et à la polémique. Si on n'avait pas développé nos outils avec Google, on n'aurait pas pu les utiliser dans un contexte hybride et on aurait été en difficulté. Donc, je suis vraiment content d'avoir fait. On a eu notre Core ITSM qui est un énorme facilitateur parce que quand on doit faire des calculs de SLA sur des services externes, ServiceNow, il le fait super bien. Donc, on peut avoir un SLO sur un produit, mais dès qu'on doit regarder à quel moment l'engagement pêche, on est très content d'avoir la progression d'un incident dans les différentes étapes sur les différents acteurs et de pouvoir utiliser les données qu'on a produites pour l'analyser. On a dû adapter un petit peu notre organisation parce qu'à partir du moment où on a des volumétries d'incidents à adapter et qu'on a des process à faire évoluer, et on a dû faire rentrer des change managers, des incident managers. Parce que c'est pour animer les équipes, pour les faire progresser, pour analyser les chiffres, on a besoin de ces profils-là. Est-ce qu'on va en avoir besoin dans le temps? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous est indispensable pour faire le boulot. Peut-être que demain, quand les product leaders seront plus évolués, qui se seront appropriés les chiffres, on pourra faire disparaître ces profils, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. On a commencé les post-mortem pour les incidents de type P1.
On n'en tire pas encore toute la quintessence, enfin en tout cas pas au niveau où moi je l'aimerais. En tout cas, les gens se forcent à le faire quand il y a un incident de type P1 pour essayer de comprendre, analyser les routes causes, etc. Mais c'est encore assez difficile. Donc nos prochaines étapes sur l'année prochaine, c'est de franchir un cran en termes de disponibilité. On veut aller à 99-95, soit 45 minutes d'indisponibilité par mois maximum par produit. On veut activer des profils SRE sur les services critiques, mais le faire monter dans l'équipe qui porte le produit. Donc, on a une équipe aujourd'hui Cloud Container qui porte les clusters GKE. C'est typiquement une des cibles sur lesquelles on voudrait faire monter un SRE pour qu'il soit capable de porter l'engagement. Et on veut continuer à automatiser ce qui reste, parce que je ne vais pas changer d'idée. Il faut tout automatiser, sinon on va générer des bugs. Donc, tout ce qui est manuel ou exécution d'un script par une TME, on automatise. Tout ce qui est répétitif, pareil. Et tout ce qui est automatisable, on n'aurait pas besoin de jugement humain, on continue. Et tout ce qui est réactif et qui génère des interruptions, on va aussi automatiser. Alors, ce qui s'en va sur à long terme, ça, j'en parle même pas, c'est juste pour moi une évidence. Donc, voilà. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas si vous